Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre webinaire d'aujourd'hui. Vous êtes au bon endroit si vous êtes le webinaire UserCube Kajeep for Mind. Il est 11 h, on va attendre encore quelques minutes, restez connectés, on attend encore pas mal de participants. Je vous demande juste de patienter encore une petite minute. Si vous avez des problèmes à nous entendre, tout type de problème de son, vous pouvez nous laisser un petit mot sur la partie questions à droite de l'outil Livestorm. Comme ça, on vous aidera à régler le souci si on peut. Et puis après, on va entrer dans le vif du sujet. En tout cas, bienvenue à ceux qui sont déjà connectés. Hop, il est 11h01. Donc, on patiente encore quelques instants et puis je vous propose qu'on débute ce webinaire tripartite aujourd'hui. For Mind, Kajeep, UserCube. Donc, on va commencer. Donc, je me présente tout d'abord. Je suis libre en charge des offres commerciales chez UserCube. Je serai la modératrice du webinaire d'aujourd'hui. Donc, avant toute chose, je vous remercie pour votre présence et votre intérêt pour ce webinaire aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui nos 3 intervenants du jour. Donc, on vous propose aujourd'hui un webinaire tripartite. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter Charles Dupont, cofondateur au sein de UserCube, et nos 2 invités, donc Clément Parard, tech lead au sein du groupe Kajeep, et Xavier Fauquet, cofondateur et directeur général de For Mind. Donc, aujourd'hui, vous allez découvrir un témoignage concret, celui du groupe Kajeep, donc maison commune de la production informatique au service des entités du groupe Crédit Agricole. Donc, le groupe Kajeep a fait le choix de mettre en œuvre la solution UserCube dans un environnement qui était assez complexe et en pleine évolution et de s'appuyer sur l'expertise et la vision 360 degrés de For Mind pour les accompagner sur la mise en œuvre du projet. Donc, aujourd'hui, on dispose d'1 heure pour ce webinaire. Donc, on aura différents temps forts et les intervenants de ce projet vont se succéder dans la prise de parole, en fait, pour vous partager leur retour d'expérience sur la mise en œuvre de cette solution. Vous allez pouvoir avoir une idée vraiment du contexte, des grands enjeux d'un tel projet, de l'approche retenue, des clés du succès, des bénéfices que vous pouvez en tirer, des résultats concrets. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur la partie droite de l'écran Livestorm. Donc, on y répondra soit au fil du webinaire, soit à la fin. Donc, il est 11h03. Je laisse la parole à Clément et je vous souhaite à toutes et à tous un bon webinaire. Merci Liv et bonjour à tous. Donc je vais commencer par une présentation de Kajeep. Alors Kajeep pour Crédit Agricole Groupe Infrastructure Plateforme. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entité du groupe Crédit Agricole qui a été créée en 2019. Donc il y a maintenant quelques petites années pour construire, comme le disait Liv, une maison commune de production informatique. Donc, en fait, l'idée, c'est d'accompagner les entités du groupe à développer leurs projets, donc des projets plutôt SI, et être leur partenaire stratégique dans leur transformation digitale. Donc globalement, aujourd'hui, c'est plus de 80% des activités de production qui sont regroupées et gérées chez Kajeep, et c'est globalement plus de 4 000 personnes réparties sur 17 sites en France, qui sont issues en fait des entités que vous connaissez peut-être, qui sont Silca, CAS, CATS et CACIB. Donc globalement, les collaborateurs, ils sont impliqués dans la construction et la mise à disposition de plateformes technologiques. Des plateformes technologiques, en fait, qui sont adaptées, du coup, aux pratiques du digital. Donc, ça passe globalement par des activités autour du poste de travail, du réseau, aussi du cloud, du DevOps, la supervision, le mainframe, et j'en passe aussi. Et bien sûr, toute la partie sécurité, donc qui est réunie au sein d'un centre cyberdéfense dédié, auquel j'appartiens, et avec des enjeux donc, que vous voyez ici, qui sont des enjeux d'assurer déjà une qualité de service, des infrastructures et de tous les services associés, mais aussi le tout en garantissant finalement toujours un haut niveau de sécurité et de confidentialité pour les différentes entités du groupe Crédit Agricole.
Voilà, j'ai fait assez bref, mais c'était pour vous présenter les grandes lignes de l'entreprise Kagip, qui est vraiment, qui a une vocation vraiment à traiter de tous les sujets de production informatique. Donc je laisse la main maintenant à Charles pour la présentation de UserCube. Oui, bonjour à tous. Donc UserCube, certains d'entre vous nous connaissent déjà. On est éditeur de logiciels international, puisqu'on a des bureaux à Paris, en Belgique et maintenant aux États-Unis. Et UserCube, en fait, on est spécialisé dans la gestion et la gouvernance des identités. On appelle ça parfois l'IGA. Alors chez UserCube, il y a quelques éléments qu'on souhaite que vous reteniez ce matin. Tout d'abord, on a une solution qui offre toutes les fonctionnalités de ce qu'on attend d'une solution d'IGA. C'est l'une des seules solutions, ou la seule solution, qui est dual, c'est-à-dire que vous pouvez la faire fonctionner en SaaS ou on-premises, et c'est exactement le même logiciel dans les deux cas. Pour tous nos clients qui nous font confiance et qui avancent en mode SaaS, on est certifié ISO 27001 et les hébergements des données sont en France, à côté de Paris. Ensuite, UserCube s'appuie sur un réseau d'intégrateurs partenaires qui vont vous conseiller finalement au niveau de conseil, du paramétrage et de l'assistance au run de la solution. Nous, UserCube, on apporte toute l'expertise éditeur sur le produit et également des formations certifiantes pour nos partenaires et pour les clients finaux. Xavier? Et donc Formine, on est un pur player de la cybersécurité. On intervient dans le domaine historiquement du conseil, mais on fait aussi de l'intégration et donc on est partenaire avec nos amis de UserCube. On a aussi toute une activité autour des services managés en cybersécurité. On a notre propre SOC. Plus de 300 clients. Alors, on a une dizaine d'années d'existence. On est né en 2010. On s'est développé assez rapidement. Aujourd'hui, Formine, c'est 200 collaborateurs. C'est des offres qui sont assez étendues. Quand on parle de conseil, on va de la gouvernance jusqu'à le pentest, la red team, en passant par l'expertise technique très, très pointue. De la conformité aussi, de la continuité d'activité. Donc, un scope vraiment très large. Géographiquement, on a une expansion d'abord en France. On a des agences, alors le siège est à Paris. On a des agences à Rennes, à Nantes, à Bordeaux, à Toulouse et à Lyon. L'objectif, c'est de faire un maillage territorial assez dense. Et puis, on a commencé aussi une expansion à l'international pour servir nos clients sur différentes zones, notamment tout ce qui est Afrique et Middle East à partir du Maroc, Madrid qu'on a ouvert il y a un mois, et puis le Canada, avec cet objectif aussi d'avoir des prestations qui nous permettent de couvrir des besoins clients en follow the sun, donc en 24/24, 7/7. On est dans un environnement, on fait partie du campus cyber, on est PACI aussi, pour ceux qui connaissent. On fait partie aussi de tout ce qui tourne autour de la cybermalveillance. Et puis, en termes de formation, parce qu'on a toute une offre de formation, on vient d'être certifié Calliope et Datadog pour délivrer des formations. Ok, merci Xavier. Je reprends la main et je vais commencer par vous présenter déjà le contexte donc, du projet, mais aussi tous les grands enjeux, nos sujets IM qui sont assez larges et qui bougent pas mal dans le temps. Donc déjà, le projet démarre sur un périmètre qui, dès le départ, est un périmètre de production informatique. Donc finalement, un périmètre d'habilitation spécifique à ce métier, donc beaucoup de droits techniques sur des infrastructures et des annuaires de sécurité. Et en plus de tout ça, une forte proportion de population administrateur avec des accès à privilèges ou à hauts privilèges. On a aussi une autre contrainte chez Kagip, c'est que le tout est soumis aussi à des contraintes légales et réglementaires fortes, type LPM, qui sont assez courants dans ce domaine plutôt bancaire. Ensuite, on a un projet qui est également au centre de toute la transformation globale du système d'information. On a souvent de la transformation dans la transformation. Et c'est un projet finalement qui a été lancé avant la mise en place de Kagip, donc avant 2019, et de toutes les évolutions qu'ont justement apporté Kagip. Donc on a un cadre qui est très mouvant, qui a demandé des adaptations en continu,
mais aussi avec des objectifs de montrer quand même des premiers succès autour de ces sujets qui sont à forte visibilité. On a aussi eu des audits qui ont mis en avant des faiblesses dans nos processus et qui ont du coup mis en avant l'importance d'agir assez rapidement sur nos mécanismes autour de l'IM et sur nos systèmes. Ce qui a d'ailleurs aussi obligé le projet à reprioriser parfois ces sujets pour répondre aux différentes recommandations et injonctions des différents audits. Donc des attentes fortes sur ces sujets, mais aussi des attentes fortes des clients de Kagip. Donc une grosse partie, comme on l'a dit tout à l'heure, des activités de production ont été transférées. Et du coup, pour lesquels, en fait, on a une convergence progressive qui doit être réalisée autour des processus, qui sont d'ailleurs parfois organisationnels, mais aussi techniques. Donc finalement, on a un contexte initial qui est sans solution IM dédiée et convergée Kagip, qui vient de se construire, et on a une volonté de choisir un outillage Kagip pour Kagip dans un premier temps, pour gérer déjà de façon exhaustive et globale les identités et les habilitations du périmètre, mais aussi en gardant en tête, et on va y revenir un petit peu plus tard, une ambition quand même plus importante de généraliser l'usage dans le groupe. Donc on a déjà certaines entités qui sont déjà chez UserCube, et on va y revenir un petit peu plus tard. Ensuite, on a eu un état des lieux, donc un état des lieux qui a mis en avant différents irritants et aussi des risques que vous pouvez voir ici. Donc plutôt des irritants assez classiques dans ce domaine, de la gestion manuelle d'habilitation, donc des ajouts, des retraits d'habilitation quand il y en a, qui sont réalisés plutôt via des processus manuels, qui sont par mail, avec même parfois des fichiers Word et Excel qui sont échangés, donc finalement sans outillage central et donc sans réelle traçabilité des demandes. Ensuite, comme on le disait tout à l'heure aussi, un contexte de transformation Kagip, donc dans un environnement finalement multi-entités, parce qu'il y a eu des activités qui ont été rapatriées, et finalement qui oblige les utilisateurs à avoir des postes de travail multiples, avec des comptes différents associés. Donc comme vous en doutez, un délai de mise à disposition du matériel, des accès qui sont multipliés par le nombre de périmètres, donc du coup qui peuvent prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines à être distribués pour qu'un nouvel arrivant soit en mesure de travailler correctement sur son périmètre d'activité. Donc une expérience finalement utilisateur très limitée en raison de référentiels qui sont souvent donc multiples et des processus très hétérogènes. Donc finalement, tout ce manque d'harmonisation des processus et des outils, et tous ces processus manuels entraînent des risques de sécurité. C'est ce que vous voyez à droite. Donc, je ne vais pas les passer un par un, mais globalement, on a des risques importants forcément qui sont liés à des erreurs humaines, donc lors des saisies par les demandeurs, mais ça peut être aussi par les gestionnaires eux-mêmes. Et on a aussi une gestion des comptes et droits historiques qui sont plutôt réalisés par clonage, donc avec tous les risques que vous pouvez imaginer, avec des utilisateurs qui récupèrent des droits historiques et des droits cumulés d'utilisateurs précédents, suite à des clonages successifs de comptes et d'habilitation. On a aussi un autre point, c'est qu'en fait, historiquement, on avait un réel manque, vraiment d'avoir une vision complète 360 de toutes les habilitations d'un même utilisateur sur le système d'information Kagip. Donc finalement, des difficultés aussi à montrer un niveau de maîtrise et de conformité sur ces sujets habilitation. Donc les grands enjeux de notre projet, donc les différents enjeux et objectifs, donc déjà qui vont être en termes de convergence d'un côté, mais aussi d'efficacité, donc efficacité dans le cycle de vie des identités des habitations, donc tous nos sujets IM, car finalement le but aussi c'est apporter aussi de la valeur aux utilisateurs et c'est pas que des sujets techniques. Donc ça commence déjà par des identités qui doivent être maîtrisées, donc la mise en place d'une source d'identité de référence pour l'ensemble des systèmes Kagip qu'on n'avait pas historiquement et qui va couvrir l'ensemble des usages et surtout l'ensemble des populations Kagip, que ce soit des internes, des externes, mais aussi potentiellement des partenaires. Le tout avec un cycle de vie donc qui doit être maîtrisé, industrialisé, en lien avec tous les événements et les mouvements des utilisateurs dans l'entreprise. Ensuite, deuxième point important, au-delà des identités, c'est la mise à disposition d'un catalogue de profils. Donc plutôt orienté habilitation à travers en fait un modèle d'habilitation qui se veut être maîtrisé, en tout cas c'est l'objectif, maîtrisé, évolutif,
mais qui va être aussi compréhensible, intelligible par les utilisateurs, et qui va donner forcément uniquement les droits nécessaires. En tout cas, c'est la volonté. Un modèle d'habilitation aussi qui doit être finalement assez souple dans son implémentation pour accompagner les différentes évolutions organisationnelles ou l'évolution des différents usages plutôt métiers. Ensuite, on a aussi donc des enjeux de mettre à disposition des processus normalisés qui sont historiquement plutôt hétérogènes pour avoir en fait une gestion homogène, donc des entrées, des mouvements, des sorties en lien avec les différents événements détectés dans le système d'information. On a aussi la mise en place de processus habilitation plutôt donc des process habilitation transverses en prenant en compte les différents niveaux de validation nécessaires. Donc de façon classique, voilà, des niveaux de validation en fonction des ressources accédées et de leur niveau de sensibilité et de criticité. Le but finalement, c'est de simplifier les demandes. Donc, comme je le disais, améliorer l'expérience utilisateur, harmoniser les processus au sein de Kagip, et le tout avec une traçabilité de l'ensemble des actions. Et enfin, deux derniers enjeux que je vais évoquer, c'est la mise en place d'un point de contact centralisé et unique à travers une cellule habilitation dédiée, donc plutôt d'un point de vue organisationnel, pour traiter les demandes, les anomalies et les incidents, notamment autour des sujets identité et habilitation. Et enfin, un enjeu d'industrialisation, bien sûr, de tous les sujets plutôt de gouvernance, donc autour des revues et des contrôles, que ce soit d'ailleurs sur les identités, les comptes, les habilitations, et dans le même principe aussi, mise à disposition automatique de tableaux de bord et de rapports pour maintenir toujours le plus haut niveau de sécurité et de conformité possible. Voilà le petit tour des grands enjeux. Donc je vais laisser maintenant la main de nouveau à Charles pour la présentation de la solution UserCube qui a été choisie. Très bien, merci Clément. Alors je vais vous parler en 3 écrans du produit UserCube qui est utilisé au sein de Kagip. Alors la vision chez UserCube, c'est bien sûr de faire de la gestion et de la gouvernance d'identité, mais on ne veut pas se limiter à gérer uniquement les identités des personnes. Puisqu'on fait de la sécurité informatique, l'objectif c'est de mettre en gouvernance 100% des accès de votre ESI. Donc les comptes personnels, les comptes administrateurs, mais aussi les comptes de test, les comptes pour les robots, les comptes de formation, etc. Donc finalement, avec UserCube, on va vous proposer une solution qui va permettre de gérer et de référencer et de gérer 100% des identités qui vont être en fait titulaires ou propriétaires des comptes et des accès que l'on va trouver sur votre système d'information. La deuxième chose qu'on met en avant avec UserCube, finalement, c'est l'automatisation du modèle de rôle. Parce que dès qu'on gère des identités, qu'on veut donner des droits aux personnes, eh bien, on s'aperçoit que c'est compliqué, finalement, de déterminer quels accès on doit donner à quelle personne. Alors, vous avez tous entendu parler des rôles métiers, des packages de rôles automatiques, du fameux airbag, etc. Avec UserCube, on a une technologie aujourd'hui qui va vous permettre d'automatiser une très très grande partie de cet exercice et de gagner énormément de temps et surtout de le maintenir dans le temps. Alors l'offre UserCube, c'est une offre complète d'IGA qui va adresser aussi bien la gestion des identités. Donc sur la gauche de l'écran, vous voyez qu'on va pouvoir faire de la synchronisation avec des sources RH. On va pouvoir intégrer des données spécifiques dans le cas où c'est nécessaire par rapport au modèle par défaut. Vous avez une grande puissance d'administration déléguée, donc qui commence au self-service utilisateur, l'administration déléguée par les managers, par des assistants de saisie, etc. Sur la partie de droite, on va se concentrer sur tout ce qui est gestion des habilitations. Donc là, c'est tout le process de demande de droit, d'obtention automatique de droit, de provisioning automatique au travers des connecteurs, d'intégration avec des systèmes d'ITSM ou de ticketing. Et puis, la gouvernance, en fait, elle va vous apporter des fonctionnalités de gestion d'écart, d'analyse des comptes orphelins, des droits superflus, pourquoi telle personne a tel droit ou ne l'a pas. Toutes les campagnes de certification qui sont très présentes dans le milieu de la finance et les milieux réglementés. Et puis, pour terminer, en fait, des intégrations de type BI avec Power BI de Microsoft notamment, qui vous apporte une intégration plug and play pour sortir des rapports avec des camemberts, des histogrammes, des analyses de données et l'accès aux historiques. Voilà. Donc, finalement, la solution UserCube, elle va vous apporter une optimisation du coût de votre programme IGA.
Alors, l'optimisation, on va la retrouver à 2 niveaux, à 2 moments. Le moment du build, c'est-à-dire la construction du projet jusqu'au premier passage en prod, et puis surtout, après, pendant toute la phase de run, qui va durer des années avec la solution. Alors, sur les phases de build, puisqu'on sait tous que des projets de gestion d'identité sont des projets conséquents, hein, qui font à la fois le lien entre le fonctionnel et la technique, UserCube vous propose des interfaces de configuration, mais surtout une capacité à faire du déploiement en mode itératif. En termes d'intégration, vous avez des API publiques qui permettent d'aller très très loin dans l'intégration, mais surtout, il faut retenir qu'il n'y a pas de développement spécifique. Vous êtes entièrement dans un système avec un paramétrage guidé et une garantie en fait de compatibilité ascendante vers les nouvelles versions, notamment quand on est en mode SaaS. Sur le run, eh bien, vous avez un hébergement SaaS multitenant, donc ce qui se fait aujourd'hui en termes d'état de l'art sur l'hébergement SaaS. On va, nous, UserCube, finalement, automatiser toutes les montées de version et vous avez plusieurs montées de version par an. Donc, vous êtes toujours finalement sur la dernière release du produit avec les dernières fonctionnalités. On a aussi une approche qui est de dire il faut que le client soit autonome. Donc, on a intégré en fait dans la solution un certain nombre d'écrans qui vont vous permettre de faire vivre vous-même le modèle de rôle, les connecteurs, les rapports pour vous apporter la plus grande réactivité par rapport aux demandes qui viennent des métiers. Et puis surtout, chez UserCube, on écoute beaucoup les retours d'expérience de nos clients. Et on a en fait intégré dans le produit beaucoup d'expériences et de bonnes pratiques qu'on a en fait vues chez nos clients pour vous faire de l'économie de clic, du gain de temps et surtout apporter le maximum de valeur au métier au travers de reporting, de campagnes de certification ou autres. Merci Charles. On va maintenant détailler un peu toute l'approche projet qu'on a eue. Alors c'est un projet qui s'est étalé sur 3 ans avec 4 grandes phases. La première phase qu'on a appelée phase amont, qui s'est déroulée fin 2017, début 2018, repose sur 3 piliers. Le premier, ça a été finalement de remettre en exergue une gouvernance IAM et quelque part de mobiliser les énergies sur cette gouvernance IAM, c'est-à-dire d'aller chercher, d'aller définir les rôles et responsabilités de chacun, de redéfinir les processus, de regarder quels sont les contrôles qu'on veut mettre en œuvre. Donc, un ensemble d'acteurs, finalement, à fédérer et qui a permis de bien identifier ces acteurs et puis tout simplement de les mobiliser. Alors, c'est une vingtaine d'entretiens, d'ateliers qui permettent de monter cette gouvernance. Alors, on n'est pas parti de rien. Il y avait une gouvernance qui existait déjà. Simplement, on est venu la rafraîchir et puis quelque part aligner toutes les visions dans cette gouvernance. Ça, c'est le premier point. Il y avait une dizaine d'interlocuteurs avec lesquels on a discuté sur cette gouvernance. Et surtout, cette gouvernance, elle a été validée au plus haut niveau de CAGIP. Donc, on est remonté jusqu'au CODIR de CAGIP pour valider cette gouvernance et obtenir quelque part l'aval de la direction générale. Et puis, un point important, on a fait aussi une revue de cette gouvernance avec les clients de CAGIP, puisque CAGIP finalement sert un certain nombre de clients et cette gouvernance allait, qui est vraiment la fondation du projet, allait aussi les impacter tout simplement. Ensuite, sur le bilan de l'existant, comme le disait Clément, on a refait un bilan de l'existant. Alors CAGIP, vous l'avez vu, c'est un ensemble d'entités qui ont été je dirais, agrégés au sein de CAGIP pour fournir un service pour l'ensemble du groupe. Donc, on a tout un historique issu de cette fusion, un historique d'habilitation avec des pratiques qui peuvent être un peu différentes, mais surtout, voilà, cet historique qu'il faut comprendre et gérer. Le périmètre prioritaire, on en a parlé, c'est l'exploitation informatique. On se rend compte qu'on a une base d'identité qui existe, mais qui est historique, mais on se dit on va l'utiliser, il faut simplement la consolider. Il y a toute une partie annuaire de sécurité où on se dit quels sont les annuaires qu'on veut utiliser et quelle est la base quelque part de ce qu'on veut pérenniser dans le temps en termes d'annuaires de sécurité. Donc on a des AD, des LDAP et puis on a des annuaires plutôt applicatifs. Et puis l'autre choix structurant, c'est on a des habilitations existantes, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on casse tout et on reconstruit des profils métiers from scratch ou bien on utilise l'existant? Le choix qui est fait à ce moment-là est de dire il va falloir reprendre l'existant et il va falloir faire de l'analyse de l'existant.
Ensuite, on fait le choix de la solution. Alors, je n'y viendrai pas. On a choisi la solution UserCube. Simplement, on a eu un processus très rapide. On a fait 4 POC. On a fait des tests sur nos mainframes, parce que les mainframes, c'est une partie importante chez nous. On a mis 1 mois pour produire quelque part l'appel d'offres. On a été très rapide là-dessus, 2 mois de processus de décision. Et puis la solution UserCube retenue sur la partie plutôt IAM. Sur l'IAG, il y a eu un choix qui a été fait au sein du groupe de bien séparer les deux fonctions et donc de prendre 2 solutions différentes, même si UserCube sait faire aussi de l'IAG. Donc, à la fin de cette phase, on a quoi? On a une gouvernance IAM, on a une cible et un plan projet, une équipe projet constituée. Par contre, ce qui est intéressant d'avoir en tête, c'est qu'on a déjà un changement de périmètre. C'est-à-dire qu'au départ, le projet, il était plutôt sur l'entité qui s'appelait Silica à l'époque. Et là, on migre vers Kagip. Alors, une fois qu'on a fait ces fondations, qu'on a fait cette phase amont, on passe sur la partie fondation. Alors, la fondation, c'est quoi? La première chose, c'est qu'il nous faut une base d'identité. Donc, on a une source RH interne, on a des externes qui sont plutôt gérés par les managers, donc on n'a pas de source en tant que telle, donc il faut la gérer via ce puits d'identité qui existe déjà, mais qui date un peu. Mais on fait quand même le choix de l'utiliser. On sait qu'il va évoluer dans le temps bientôt, mais quelque part, on fait le choix d'utiliser cette base d'identité. Il y a 4500 identités à gérer. On la plug avec UserCube. On se rend compte qu'il y a des doublons d'identité, parce que justement, on vient de différentes entités. Donc, et on fait le choix de les garder. Alors ça, c'est un choix tactique qu'on fait parce qu'on a besoin de conserver cet historique-là. On a une grande facilité à développer ce connecteur d'identité. Comme le disait Charles, UserCube propose des connecteurs préconfigurés. Donc, c'est de la configuration. Et donc, très rapidement, on a notre base d'identité. Deuxième sujet, il faut qu'on travaille nos processus. Il faut qu'on intègre nos processus dans la solution UserCube. On a grosso modo 5 processus majeurs qui sont définis. Quelque part, c'est le processus d'arrivée, c'est le processus d'attribution, de retrait, d'habilitation. Parce qu'on a fait le choix aussi chez Kagip certes, il y a une partie qu'on arrive à automatiser, mais à l'époque, on n'est pas encore assez mature pour complètement automatiser l'attribution d'habilitation et quelque part de bénéficier à plein des fonctionnalités de la solution UserCube. Donc, on a cette partie processus à mettre en œuvre. Là aussi, on utilise des frameworks qui existent chez UserCube. On fait une validation à 2 niveaux assez simple, finalement. On fait un petit peu de configuration spécifique liée à notre environnement pour gérer notamment l'automatisation de l'arrivée des utilisateurs. Mais on va assez vite aussi sur cette mise en œuvre. Alors là, on est juste, encore une fois, sur quelque part la préparation, le codage et la configuration de l'outillage. On n'est pas encore sur le déploiement opérationnel. Troisième volet, les profils applicatifs, les profils métiers. On décide de faire l'analyse de l'existant et là, on se retrouve avec des choses qui sont très, très historiques, qui datent de 5, 6, 10 ans. Et on se retrouve avec des débats très intéressants avec des gens qui savent, quelque part, juger ce qu'on est en train de construire, de dire oui, ça a du sens, c'est un profil métier qui a du sens. Et puis, on voit aussi dans cette construction de profil qu'il y a un certain nombre de droits qui datent de quelques années et qui n'ont plus lieu d'être. Donc, déjà, dans la construction de profil, on arrive à faire du nettoyage. C'est-à-dire qu'on se met bien dans un système où on va faire de l'amélioration permanente sur les profils qu'on est en train de construire. En termes de volume, ça représente, alors on a 200 correspondants métiers, on a grosso modo à peu près 200 ateliers de travail. Alors les ateliers, on ne passe pas une demi-journée par atelier, évidemment, c'est 1 heure de travail à chaque fois. Et l'idée, c'est d'en sortir des profils qui soient utilisables. On arrive à la fin du projet avec 400 profils à peu près créés. Donc, à la fin de cette phase, une base d'identité déployée, des processus qui sont implémentés, des premiers profils disponibles. Par contre, une complexité quand même dans la construction de ces profils. Ensuite, on passe sur notre phase de ce qu'on appelle d'automatisation. C'est-à-dire que là, j'ai commencé à construire des profils, j'ai ma base d'identité, j'ai mes processus. Maintenant, je veux automatiser au maximum la mise en œuvre des habilitations. Donc, on travaille sur des connecteurs avec UserCube. Donc, les premiers connecteurs qu'on développe dans une première phase, c'est en fait, on a 3 AD historiques au sein de Kagip. Donc, on développe des connecteurs pour ces AD. Alors, le premier prend un peu de temps. Assez classiquement, il y a de la validation, il y a des histoires de gestion de droits à régler. Mais donc, on configure ce premier connecteur et on se rend compte assez vite derrière que, une fois qu'on a fait un connecteur AD, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, les 2 suivants à mettre en œuvre, ça se fait très rapidement en 2 semaines, donc c'est assez rapide. On a en parallèle 17 LDAP à faire, donc un volume quand même assez important.
Pareil, on passe à peu près un mois en spécification. Bon, après, il se trouve que, comme le disait Clément, dans un environnement très mouvant, hein, finalement, l'IAM vient se connecter à plein d'éléments au sein de Kagip, et ces éléments, ils sont en pleine transformation parce que Kagip est en pleine transformation. Donc, les LDAP évoluent pendant notre projet, on fait quelques adaptations, mais on arrive aussi à déployer tout ça. On a une phase 2 où on nous dit, attention, il y a un nouvel AD qui arrive. Alors, c'est intéressant aussi parce que ce nouvel AD, il est là pour fédérer le nouveau Kagip, c'est un nouvel AD bureautique. Et là, par contre, on va partir from scratch. On n'a pas de profil, on n'a rien. Et c'est l'occasion justement de reconstruire. Donc là, on va construire beaucoup de profils qu'on va pouvoir attribuer automatiquement en fonction de critères qu'on a définis et qu'on a configurés dans UserCube. Donc là aussi, on accompagne quelque part la transformation numérique au sein de Kagip, enfin tout le projet de transformation, en mettant en place finalement le provisioning de cette année. Et puis il y a la phase 3, le mainframe. Alors le mainframe, c'est un peu plus compliqué quand même. Le mainframe, on a un connecteur qu'on développe avec UserCube. Beaucoup de paramètres, beaucoup de tests, et puis on a 2 top secrets, on a quand même 40 partitions mainframe à gérer avec beaucoup de paramètres, ce qui est pas simple en termes de spec, mais on y est arrivé, et on a réussi à le déployer. Parallèlement à ça, on déploie nos profils. Si on n'a pas de profil, on ne peut pas faire de déploiement. Donc, on a des premiers profils standards transverses qui sont déployés. On a 8 centres de services qui sont couverts, une centaine de profils déployés à cette époque. Ensuite, on va continuer au fil du temps à déployer ces profils-là. Grosso modo, il faut compter à peu près 2 à 3 profils par métier. Voilà, et le déploiement qui se fait petit à petit. Donc là, à la fin de cette phase, on a des connecteurs AD, des connecteurs LDAP, des connecteurs mainframe. On a eu des évolutions, un nouvel AD à configurer, et puis l'adhérence avec un certain nombre de projets applicatifs. Et puis après, on passe sur cette phase de ce qu'on a appelé Run and Expand. Donc finalement, la solution elle est déployée, ça y est, on la met visible quelque part vis-à-vis des utilisateurs finaux. Alors la première chose, c'est que on fait un déploiement opérationnel des processus, on met en place une cellule centrale d'application, alors qui existait déjà, mais on vient juste la consolider et communiquer dessus. C'est à peu près 3 ETP. C'est elle qui doit recevoir toutes les demandes, des demandes internes Kagip, mais aussi, ayant en mémoire qu'on a aussi des clients en face. Et comme on est en pleine phase de transformation, il y a encore des choses qui passent par des processus au-delà de passer par l'outillage. On a ce point d'entrée unique, on fait des sessions de gestion du changement, on a des correspondants d'habilitation. Voilà, il faut les habituer à la nouvelle solution, au nouveau processus. C'est important de faire savoir ce qu'on a mis en place. Alors, la deuxième chose, c'est que en plein dans cette période de déploiement, on a aussi une nouvelle base d'identité qui arrive. Donc, nouvelle technologie qui est déployée au sein de Kagip. C'est un nouveau puits de données qui sert pour beaucoup d'applications et qui devient quelque part notre nouveau référentiel d'identité qu'on vient intégrer dans UserCube. Donc là, c'est aussi intéressant parce que, voilà, en termes de chefferie de projet, je vous avoue que quand on nous a dit attention, il y a une nouvelle base d'identité, on s'est dit oh là là, est-ce que ça va être complexe, pas complexe? Et on a réussi à gérer tout ça à peu près en 2 mois. On a fait du développement, beaucoup de tests. Et on a réussi à migrer d'une base à une autre sans impact opérationnel, ou en tout cas très peu. Ça a été bien maîtrisé. On fait aussi une interface ITSM. Alors, le choix qu'on avait fait fonctionnel à l'origine du projet était de dire un utilisateur, quand il fait une bande d'habilitation, il doit passer par notre outil ITSM global Kagip. Donc, on a travaillé sur une première intégration light entre UserCube et l'ITSM qu'on a réussi à mettre en place, donc avec une certaine souplesse de fonctionnement. Et puis, bien sûr, la solution IAM étant disponible, il faut aller faire savoir qu'on a un processus de raccordement, des nouvelles applications qui arrivent. Donc, on arrive à capter les premiers projets. Il faut renforcer la communication à ce moment-là, évidemment, pour que tout le monde rentre dans ce processus de dire je prends en compte la nouvelle solution d'habilitation qui a été mise en œuvre. Et donc, on arrive à quoi? On arrive à un point d'entrée unique pour la IAM, des processus interentités qui sont en place, une solution qui commence à être déployée, des profils qui sont réellement utilisés dans la solution. Je vais laisser la parole à Clément sur la suite, sur les spécificités d'implémentation Kagip. Merci Xavier. Donc effectivement, ici, on va aborder quelques spécificités de l'implémentation UserCube chez Kagip. Donc en faisant des focus sur 3 sujets.
qui nous paraissent intéressants ici, qui vont venir un peu complémenter ce qu'a présenté Xavier à l'instant. Donc juste avant de commencer, une petite présentation rapide de l'architecture fonctionnelle mise en place, donc qui est plutôt standard, qui va me permettre de poser un peu le cadre pour la suite des focus. Donc au centre et en jaune, vous avez UserCube et ses différentes fonctionnalités principales autour de l'IM et de l'IGA. On y reviendra un petit peu plus tard. Ensuite, UserCube qui est en interaction finalement à gauche et en amont avec un puits de données, donc qui vient alimenter le référentiel des identités UserCube et qui lui est enrichi en fait par des sources qu'on appelle autoritaires, comme la base RH pour le cycle de vie des internes, mais aussi par des sources de données plutôt organisationnelles ou des référentiels de société par exemple. On a aussi en interaction en amont, une interaction du UserCube en amont avec l'ITSM, donc pour la gestion de la demande par les responsables et éventuels délégués comme les assistants-assistantes, et donc l'utilisation des workflows de demande autour des identités, mais aussi des habilitations. Et enfin, en aval, donc là, vous avez des interactions de UserCube sur des fonctionnalités plutôt de provisioning et de réconciliation sur des ressources. Donc des ressources qui peuvent être des annuaires de sécurité principalement, mais aussi des référentiels potentiellement plutôt locaux. Donc ici, vous voyez aussi des mécanismes, différents types de mécanismes de provisioning présentés, de l'automatique, ce qui est la solution bien sûr privilégiée, mais aussi potentiellement du provisioning mail pour notifier les administrateurs techniques, du provisioning manuel, ou encore du provisioning dans un ITSM à destination également d'administrateurs techniques. Donc tout ça, c'est pas totalement en place, mais on a les principales briques qui sont en place et on va rentrer un petit peu dans le détail juste après. Et un point qui n'est pas notifié ici, mais c'est aussi donc les administrateurs habilitation qui interviennent directement dans UserCube pour faire de la gestion de la demande, du suivi et de l'administration plus globale IM autour du modèle de rôle notamment. Donc voilà pour la petite synthèse sur l'architecture fonctionnelle. On va faire 3 focus. Donc le premier focus qui est autour du référentiel d'identité, qui est d'ailleurs souvent un peu négligé au profit des sujets habilitation, mais qui a toute son importance pour la suite. Donc, comme le disait Xavier, en fait, on a un héritage KGIP qui nous a contraint dès le départ en fait à interfacer UserCube à une source de données historique qui était plutôt vieillissante et qui finalement quelques mois après mise en service de UserCube a laissé place à une nouvelle transformation globale avec le déploiement d'un nouveau puits de données KGIP qui est basé sur la technologie de Kafka. C'est un data lake Kafka. En fait, ce changement majeur de source de données principale, elle nous a pas mal mobilisés pour faire évoluer le connecteur à mon UserCube, qui était déjà en place en production. Donc finalement, avec des travaux de spécification, des travaux de mapping de données, une reprise de l'existant, on a été capable de déployer voilà, le nouveau connecteur en one shot et d'avoir une mise en service simplifiée avec les acteurs Kafka, notamment. On en a aussi profité pour refaire une cartographie globale des données. Donc l'idée, c'est quoi? C'est d'identifier les sources maîtres sur chaque donnée, leurs propriétaires et les différents consommateurs producteurs des données. Donc s'il y a un petit conseil que je peux vous donner là-dessus, c'est de faire ce travail dès le départ, dans la mesure du possible, parce qu'en fait, on a constaté très rapidement des gains non négligeables sur le traitement des incidents, des anomalies autour des identités, grâce en fait à une meilleure compréhension, une meilleure maîtrise des flux et une gouvernance en fait globale de la donnée qui a été mise en place à ce moment-là. Donc en fait, par cette connexion aussi au puits de données, l'avantage c'est qu'on a été aussi en mesure de mettre à disposition des équipes métiers, par exemple les services généraux, des dashboards, donc en l'occurrence des dashboards Power BI, qui sont alimentés par ces données d'identité et qui nous sert, nous, également aussi côté habilitation, à identifier des anomalies dans les différentes réconciliations, les différents enrichissements de données, les différentes conciliations de données qui sont réalisées par le puits de données Kafka directement. Ensuite, on a une autre fonctionnalité qui est assez largement utilisée chez KGIP pour s'adapter au contexte. Charles en a parlé un petit peu, en fait, c'est l'utilisation des API UserCube. Donc nous, qu'on utilise à travers plutôt du scripting PowerShell, mais qui pourrait être utilisé d'une autre façon, et qu'on utilise en fait pour faire des appels à nos différents processus, nos workflows IM, et en l'occurrence pour 2 usages principaux qui sont notés ici. En fait, le premier, en fait, il faut savoir que par le rapatriement progressif des collaborateurs dans l'environnement KGIP, qui est lié à la construction de KGIP, on a des interfaces temporaires
qui ont été mis, les interfaces transitoires, en fait, qui ont été mis en place avec les IM des différentes entités qui ont rejoint Kagip et qui maintiennent finalement dans le temps, dans une période transitoire, des identités Kagip. Donc, en fait, par l'utilisation des API, on a été en mesure d'enrichir notre référentiel d'identité Kagip à partir d'extractions issues de ces périmètres entités. Donc, finalement, avec un développement qui est assez simple et puis non intrusif. Un autre cas d'usage aussi qu'on a de façon maintenant plus régulière dans un mode run, c'est la prise en compte en fait de toutes les réorganisations qui sont assez régulières chez Kagip. Donc ici, une utilisation des API pour automatiser notamment les changements d'équipe avec tous les impacts associés. Donc le but en fait ici, hein, c'est de vous montrer que malgré la complexité de la situation de transformation, qui n'est pas non plus isolée et spécifique Kagip bien sûr, hein, mais il a été possible de mettre à disposition des mécanismes à travers des services, des microservices basés sur les API publics et privés UserCube pour consommer les fonctionnalités UserCube depuis l'extérieur ou en interne pour s'adapter à nos besoins propres et à nos usages propres Kagip. Le deuxième focus, donc ça concerne l'interface de la demande. Donc là, avec un choix stratégique qui a été nécessaire dès le départ, dans finalement le placement de l'outil UserCube vis-à-vis de ServiceNow dans l'écosystème Kagip. Donc ServiceNow, pour ceux qui connaissent l'outil de ITSM ticketing, qui lui en tout cas était très utilisé chez Kagip. Et donc là, on a fait le choix d'avoir une stratégie en 2 temps, qui était aussi liée à la maturité du projet. Donc un objectif initial qui a été pris par le projet historique, qui était finalement d'avoir une interface unique de gestion et de suivi de la demande. Donc à travers l'outil ETSM qui était déjà largement déployé chez Kagip, utilisé pour l'interface de la demande, donc avec des processus en fait d'entrée, mouvement, sortie qui étaient déjà en place. Ils étaient perfectibles, mais en tout cas ils étaient en place. Et nous, on avait en parallèle un besoin rapide de déploiement de nos premières fonctionnalités IAM dans un contexte qui, comme vous l'avez compris, était à risque, avec différents irritants et différents risques autour de la sécurité. Donc on a mis en place un lien minimal entre les outils. ServiceNow en amont avec une interface avec UserCube, en fait, par échange de fichiers plats, CSV et des appels API, encore une fois, vers le back-end UserCube. Et un back-end qui, lui, du coup, restait accessible quand même, mais uniquement par les équipes habilitation Kagip pour l'administration de la solution, que ce soit au niveau des demandes ou du modèle de rôle. En fait, dans cette option, les workflows, les différents workflows et le modèle de rôle sont bien sûr quand même développés côté UserCube, car ils sont appelés par les API, mais ils sont non visibles de l'utilisateur final. Donc, c'est ce qui a d'ailleurs assez facilité largement le passage à l'objectif cible qu'on a noté ici, c'est-à-dire d'ouvrir UserCube aux demandeurs finaux. Alors, pourquoi ce changement de stratégie, et qui était lié, comme je le disais, aussi à une autre maturité sur le sujet? En fait, l'idée, c'est vraiment de profiter pleinement de toutes les fonctionnalités et de la puissance de UserCube, comme vu tout à l'heure dans notre architecture fonctionnelle, donc d'avoir vraiment tous ces modules qui sont utilisés en frontal des demandeurs, pour aussi donc déjà simplifier les interfaces et en fait gagner en efficacité, en agilité dans toutes les évolutions de nos composants, que ce soit d'ailleurs autour de nos workflows ou notre modèle de rôle. En fait, on veut vraiment être efficace dans la mise à disposition de nouveaux workflows, de nouveaux champs dans nos workflows et dans les évolutions de notre modèle d'habilitation qui est aussi le point central de nos processus. Donc ici, en fait, finalement, avec une nécessité quand même d'avoir une interconnexion vers ServiceNow, mais dans l'autre sens, qui n'est pas représenté ici, mais en fait, c'est le fait quand même d'avoir un connecteur en aval vers ServiceNow et plus en amont, mais pour la réalisation et le suivi des requêtes complémentaires, par exemple la gestion de dotation physique. Donc ici, plutôt avec des appels web service depuis UserCube, mais vers ServiceNow. Donc voilà, cet objectif cible est en cours de mise en place et ça fait partie des grandes ambitions du nouveau programme IM que je vais évoquer en fin de présentation. Ensuite, le dernier focus autour des connecteurs UserCube qui ont été mis en place sur nos différents avions de sécurité Kagip principaux. Donc, des Active Directory de façon assez classique, donc qui sont déjà connectés, avec finalement une connexion aux différentes forêts par des connecteurs standards UserCube,
par le protocole d'IRSync, donc de façon assez standard, d'ailleurs que ce soit pour la lecture ou l'écriture des objets Active Directory. On a aussi des connecteurs LDAP. Donc là, on a une architecture d'annuaire LDAP spécifique chez Kagip, avec grosso modo un annuaire principal plutôt maître et plusieurs annuaires secondaires fils. Donc là, l'interconnexion a été réalisée avec un connecteur spécifique UserCube, avec des appels de commandes LDAP écrits en LDIF, donc assez standard aussi. Par contre, sur la partie mainframe, donc c'est là qu'il y a un peu plus de complexité. Chez Kagip, on a une multitude de mainframes, des partitions RACF, des partitions top secret, comme évoqué par Xavier. Et donc, c'est ce point que je voulais un petit peu détailler ici plus en détail. En fait, finalement, on a une architecture spécifique pour laquelle, là, cette fois-ci, on a mis en place un connecteur custom. En fait, d'un côté, avec une collecte des données quotidiennes par des extractions quotidiennes des bases mainframe qui sont déposées dans des répertoires sécurisés, mais surtout un connecteur en écriture, donc là que nous avons implémenté en 2 temps, aussi en lien avec la maturité sur le sujet, qui a un sujet à risque quand même opérationnel assez élevé et à un niveau d'habilitation souvent sensible sur ces périmètres de production technique. Donc la première étape, ça a été en fait, elle a été pensée plutôt avec des mécanismes de provisioning guidés. En fait, on a mis en place une génération quotidienne des commandes RACF, des commandes TSS, donc des commandes TSO, dans des fichiers plats à destination des administrateurs mainframe, des administrateurs Z. Donc finalement, avec un interrupteur humain en fin de provisioning, dans tout le flux d'écriture des objets dans les partitions mainframe. Donc ça, c'était la première étape, qui nous a d'ailleurs beaucoup aidé aussi à valider la bonne construction des ordres dans un environnement très complexe et où toute la qualité des ateliers, des spécifications techniques en amont ont été vraiment un point clé dans le bon déroulé de ces travaux techniques. Et donc la deuxième étape, qui est un peu plus avancée et qui est en place maintenant, c'est avec des mécanismes plus classiques et cibles de provisioning automatique. Donc en fait, finalement, avec une exécution directe des commandes TSO. Donc là, des commandes qui sont poussées directement par des connexions sécurisées en SSH sur les différents systèmes concernés. Ensuite, on a aussi utilisé des fichiers de configuration spécifiques pour gagner en industrialisation dans le paramétrage des connecteurs de données qui sont finalement multiples, comme vous avez pu le voir, et basés sur des technologies différentes, donc RACF versus TSS. Et puis aussi un système de template, de connecteurs pour embarquer des nouvelles partitions de façon plus simple et industrielle. Parce qu'il faut savoir que voilà, on a toujours des rapatriements qui se font actuellement, des rapatriements progressifs dans tout le contexte IM Kagip. Donc le but aussi ici, c'était de vous montrer finalement qu'il est, je pense que vous le savez déjà, mais qu'il est assez pertinent de travailler par étapes, de façon itérative, en lien aussi avec la maturité des sujets. Et voilà, j'en ai fini pour les focus. Et je le rappelle ici, mais c'est plutôt du standard. En fait, ces différents connecteurs, ils sont bien sûr utilisés actuellement pour du provisioning de compte, du provisioning de droit, à travers un modèle de rôle. UserCube qui est principalement lié au métier et aux organisations des utilisateurs Kagip. Je laisse la main à Xavier pour la partie clé du succès. Alors, les clés du succès, en tout cas, ce qu'on en retire aussi de cette première phase projet, parce que comme le disait Clément, le projet est rentré dans une deuxième phase et il va en parler juste après. La première chose, alors c'est peut-être tout bête à dire, hein, mais c'est quand même l'équipe. Un projet IAM, c'est des multi-compétences. On va chercher des gens côté RH, on va chercher des gens côté achat pour les externes, on va discuter avec des gens très opérationnels qui gèrent des droits dans des AD, dans des LDAP, dans des mainframes. On discute évidemment avec la sécurité, les gens qui gèrent les processus d'entrée-sortie. Voilà, il faut cette équipe et il faut la maintenir dans le temps, il faut l'alimenter, il faut arriver à la maintenir tout au long du projet et veiller pour que on puisse les faire intervenir au bon moment et qu'ils soient nos ambassadeurs en fait dans les différentes entités. Ça, c'est un point important. La deuxième chose, on en a un peu parlé, c'est les référentiels, c'est la qualité des données. Voilà,
le référentiel d'identité qu'on avait choisi au départ, il était ce qu'il était. Il avait quelques défauts. La mise en place de la solution IAM a permis de les mettre un peu plus en exergue. C'est toujours bien finalement si on avait peut-être à refaire des choses, on aurait peut-être accéléré le fait de changer, en tout cas de relifter notre base d'identité dès le départ. L'automatisation, on en a pas mal parlé. La notion de connecteur automatisé, on gagne en efficacité, on gagne en sécurité. Donc derrière, ça permet de répondre à pas mal de contraintes, notamment légales, réglementaires, évidemment. D'avoir des annuaires de sécurité bien identifiés, quels sont les annuaires qu'on va privilégier finalement, et d'essayer d'urbaniser tout ça. Et puis, cette notion de collecte de données pour l'analyse de données, construction de profils, on pense qu'on a fait le bon choix de repartir d'un existant et de commencer à le nettoyer. Parce que d'un point de vue risque opérationnel, on ne pouvait pas se permettre non plus de repartir from scratch, tout simplement. Évidemment, la partie processus et com, je passerai sur la partie documentation. Une communication régulière, un point important, un projet IAM ne fait pas tout, surtout sur un projet sur une telle durée. Il a fallu qu'on communique souvent quel était le périmètre, qu'est-ce qu'on traitait, qu'est-ce qu'on ne traitait pas, et de ne pas tomber dans l'écueil de j'ai eu un audit, j'ai telle chose à régler, le projet IAM va le faire. Pas nécessairement, en tout cas, il va le faire dans le temps, in fine, bien sûr, mais il y a des étapes dans tout ça, donc il faut bien recommuniquer là-dessus pour éviter toute frustration. Le fait de prendre bien en amont toutes les évolutions, ça a été quelque chose d'important dans notre projet. C'est tentaculaire, un projet IAM, finalement, ça va toucher à plein d'éléments du SI, plein de processus. Et donc, quand vous avez tout le sous-jacent qui bouge en dessous, il faut que vous soyez au cœur des réflexions sur l'évolution du SI. Et puis, évidemment, le dernier point, le sponsoring. On a eu la chance chez Cagip d'avoir un très bon sponsoring à vraiment tous les niveaux. Niveau métier, aller travailler sur des profils métiers, comme on l'a fait, il fallait vraiment un sponsoring fort. Au niveau des chefs de projet, pour intégrer ce qu'on était en train de faire dans le processus projet, de dire je raccorde mes applications au nouveau système IAM et qu'il n'y ait pas de débat là-dessus. Évidemment, du sponsoring auprès des opérateurs d'habilitation. Vous leur faites au départ subir entre guillemets un changement, il faut qu'ils y voient leurs intérêts, donc bien communiquer vers eux. Et puis évidemment ce sponsoring dans les structures de haut niveau qu'on a chez Cagip, qui traitent de l'évolution du système d'information de Cagip, il est important d'aller communiquer sur la brique IAM. Donc là aussi, dans vos projets IAM, moi je vous engage à bien communiquer à tous les niveaux, à haut niveau dans les projets de transformation, tout simplement. Clément, je te laisse la suite pour les prochaines étapes sur le projet. Merci Xavier. Donc la suite, c'est quoi? Quelques grands axes ici principaux et importants pour nous. Donc déjà, le lancement d'un nouveau programme IAM, Cagip. Déjà pour capitaliser sur tous ces travaux déjà réalisés qui sont déjà importants. Mais aussi finalement une volonté aussi d'aller toujours un cran plus loin dans la mise en œuvre. Et aussi en cohérence avec tous les sujets associés à l'IAM, donc c'est-à-dire la partie plutôt bastion, PAM, la partie aussi authentification, fédération, gouvernance, les revues, les contrôles, tout plein de beaux sujets, et aussi tout ça en cohérence et en adhérence avec un programme habilitation qui a été lancé au niveau du groupe Crédit Agricole, donc qui nous pousse aussi vers d'autres ambitions. Donc dans ce programme, et comme évoqué précédemment, il est déjà question de mettre à disposition des utilisateurs un portail unique de gestion des demandes d'entrée, mouvement, sortie et habilitation. Donc une ouverture de UserCube en frontal des demandeurs. Donc finalement un réel changement de posture par rapport à l'existant. Ensuite, le second point, c'est de prioriser la maîtrise des habilitations. Donc déjà en augmentant le périmètre de couverture du catalogue de profils. Donc au-delà des profils déjà construits, il s'agit finalement de compléter, d'intégrer de nouveaux périmètres applicatifs, d'intégrer aussi la gestion de notations physiques, comme les postes de travail, les smartphones, les calculatrices de sécurité, et aussi d'utiliser du coup toutes les fonctionnalités de provisioning manuel UserCube pour des applications qui ne seraient pas raccordées ou non raccordables aux annuaires de sécurité déjà embarqués. Ensuite, bien sûr, il s'agit toujours de renforcer le niveau de sécurité de nos composants et de nos processus IAM. Donc là, ça va passer déjà par l'optimisation du modèle de rôle, donc avec des objectifs d'automatiser un maximum d'attributions quand cela est possible. Donc notamment pour ceux qui connaissent UserCube, avec l'ajout de dimensions, de critères qui vont nous permettre d'aller un peu plus loin de l'automatisation. Mais aussi le but, c'est de gagner en maturité
et en sécurité, finalement en ajoutant des critères, mais qui sont aussi comme le niveau de sensibilité, la partie SOD, le niveau de risque, donc toute la définition et la construction du modèle. Donc d'ailleurs, on a des études qui sont en cours sur les modules User Cube Role Mining, la partie risque, la partie machine learning, pour nous aider dans ce sens et pour atteindre notre cible sur ce sujet. On a aussi des nouvelles interfaces ou des renouvellements d'interfaces qui sont prévus pour fiabiliser nos processus existants, notamment par le raccordement à une base achat nouvelle génération. Donc l'intégration d'un nouveau référentiel de commande qui va être associé à nos données existantes et pour couvrir en fait l'exhaustivité de tous les types de prestations possibles chez Kagip. Donc voilà, c'est toujours pour aller plus loin dans la fiabilisation, dans la gestion de notre cycle de vie, de toutes les populations Kagip. On a aussi des gros travaux qui sont menés chez Kagip pour transformer tout le système d'information d'administration, dans le but en fait de proposer, mais surtout généraliser tous les services autour du PAM, donc des accès à privilèges aux entités de façon complètement convergée. Donc là, sur ces sujets-là, il est aussi complètement primordial d'intégrer ces sujets habilitation dès le début dans ces travaux et réflexions et de pouvoir proposer autour de ces infrastructures des processus IM qui vont être homogènes avec une gouvernance commune sur ces usages bastions avec des accès coffres du coup qui vont devenir disponibles dans notre modèle d'habilitation. Et pour aller plus loin, donc comme évoqué en fait en début de présentation, l'objectif c'est à terme d'être en capacité en fait de proposer des services IM aux entités, donc à travers une offre de services dédiée à la carte, dans un cadre voilà de commun de ce qu'on appelle plateforme cyberdéfense chez Kagip. Finalement, c'est quoi? C'est le client du groupe Crédit Agricole arrive avec un besoin et on répond à son besoin avec des services de base via une infrastructure dédiée IM qui serait basée notamment sur UserCube. Donc, on a prévu d'étudier dans ce cadre aussi l'offre SaaS UserCube dans un contexte Kagip où pour le coup elle serait déployée directement dans le tenant Kagip. Donc, on a des réflexions qui sont en cours là-dessus pour gagner en efficacité et aussi pour rationaliser les coûts au niveau du groupe. Et sans oublier pour terminer toute la partie communication, sensibilisation continue des acteurs, même si ça a déjà été évoqué, donc avec la création et l'animation d'une communauté IM chez Kagip, pour rassembler, impliquer tous les intervenants des processus IM, et finalement pour les permettre à ces acteurs d'échanger sur les sujets IM qui sont souvent très transverses à l'ensemble de l'entreprise. Donc on implique des responsables métiers, des managers, ça peut être aussi toutes les équipes CISO, RSI, etc. Et aussi, de façon aussi plus récente, on n'a pas ambition de créer un club d'utilisateurs pour obtenir toujours des retours au plus proche des utilisateurs. Donc, dans le but d'avoir leur retour, mais aussi de leur communiquer, nous, notre roadmap des évolutions au niveau d'UserCube pour améliorer leurs usages et leur expérience au quotidien. Voilà, merci pour votre écoute. On a fini la partie présentation. Tout à fait. Merci à vous trois. On va passer à la partie questions-réponses, même si on a déjà répondu à certaines des questions. Oui, alors on a eu quelques questions dans le système de Livestorm, mais n'hésitez pas à les poser. Clément, on a deux questions qui me semblent intéressantes. Alors, il y a une question sur les différentes solutions qui ont été évaluées pendant le RFP. Vous comprendrez qu'on ne peut pas évoquer ça directement, mais vous aurez l'occasion d'en rediscuter avec vos interlocuteurs chez nous, chez Formind, le cas échéant. Clément, est-ce que tu peux dire quelle est la taille de l'équipe projet, notamment sur la phase de build, combien de personnes ont été mobilisées pendant toutes ces années? Et puis il y a une autre question qui me semble intéressante, c'est comment vous faites pour être au courant des nouvelles applications qui sont déployées au sein de Kagip pour pouvoir les intégrer dans le périmètre UserCube? Alors sur l'équipe projet, peut-être Xavier, tu pourrais peut-être rentrer dans le détail dans le cadre du projet sur plutôt la taille, et moi je répondrai à la deuxième question. Oui, sur la taille de l'équipe, en fait, il y a un cœur d'équipe qui était constitué à peu près d'un équivalent de 3 ETP finalement, et ensuite plus globalement, comme je le disais, on a beaucoup d'intervenants sur ce projet, donc il y avait à peu près une dizaine, les comités projets, les comités hebdomadaires qu'on faisait, c'était
à peu près 10 à 12 intervenants à chaque fois qui intervenaient. Évidemment, pas tous à temps plein, hein, je vous rassure, mais qui intervenaient sur chacun de leur périmètre. Donc, le cœur de l'équipe qui a piloté et qui a notamment participé au développement à la configuration du UserCube, c'est environ entre 3,5, voire 4 TP. Et Clément, si tu veux répondre. Et donc sur la deuxième question, en fait, effectivement, c'est une bonne question. En fait, nous, on s'intègre dans des comités, des comités en amont des projets, des comités sécurité, pour justement intercepter tous ces nouveaux besoins en lien avec les nouveaux projets qui sont lancés chez Cagip. Ça nous permet d'intercepter tout ça et de les intégrer au plus tôt en termes d'un point de vue sécurité dans notre modèle d'habilitation notamment. Donc ce qu'on appelle nous le security by design, donc le IAM by design lors des nouvelles implémentations. Il y avait aussi une question sur au-delà du coût budgétaire, quels sont les plus qui nous ont fait choisir finalement UserCube. Dans l'analyse qu'on a fait, il y avait plusieurs critères, notamment quelque part la capacité à s'intégrer dans notre environnement. C'est un point très important dans un environnement qui était complexe, avec une grande phase d'évolution. Le deuxième point, c'est la partie automatisation dont on a parlé tout à l'heure. Cette capacité à avoir des connecteurs configurables qui nous permettent d'automatiser la mise en œuvre des habilitations. Et donc, ce modèle d'automatisation qui est au cœur de la solution UserCube, en fait. Et puis, un autre point aussi, c'est que on avait besoin d'une solution de groupe et évidemment, on a regardé ce qui était utilisé à différents endroits du groupe et on a été récupérer les feedbacks en fait sur ce qui est utilisé et notamment des feedbacks tout simplement sur UserCube. Donc, il y avait une notion de capitalisation aussi, bien évidemment, qui rentrait dans la décision, au-delà des qualités intrinsèques de la solution. Clément, tu peux peut-être parler un peu de haute disponibilité, puisque vous êtes sur une implème on-premises. Est-ce que tu as mis des backups, de la haute dispo, des choses comme ça? Oui, assez classique. En fait, on a des mécanismes de haute dispo sur nos machines virtuelles qui hébergent du coup l'applicatif UserCube et aussi côté base de données avec aussi des backups réguliers. Donc ça, c'est porté par notre infrastructure Cagip directement. Et ça fonctionne très bien. Des mécanismes très classiques. Alors j'en profite pour ajouter que quand on déploie UserCube en mode SaaS, on est sur des niveaux de haute disponibilité aussi très très élevés avec de la géoréplication en temps réel de la base de données, de plusieurs serveurs web en front, etc. Il y a une autre question, Clément, sur la cellule IAM dédiée. Est-ce que Xavier ou Clément, vous pouvez expliquer un petit peu l'étendue des activités de cette cellule, provisionnement, déprovisionnement uniquement, réaliser les revues, recertification des accès, etc. Donc l'équipe, effectivement, c'est des équipes qui font à la fois la partie maintien en condition opérationnelle, donc qui vont typiquement aller voir l'état des synchronisations, l'état des provisionnings, qui vont aussi traiter des tâches de revue de provisioning. Ils font pas de certification d'accès pour le coup, mais ils font du suivi aussi des demandes. Ils vont accompagner les différents demandeurs dans leur suivi, dans leur gestion, s'assurer que les identités qui sont onboardées sont cohérentes, que les habilitations sont données, sont aussi cohérentes par rapport aux usages. Donc il y a une surveillance là-dessus. Encore plus aujourd'hui avec les interfaces qu'on a avec Métis, mais de moins en moins en cible avec l'ouverture de UserCube en frontal. Donc on a des actions aujourd'hui qui sont effectuées par 2 ETP sur ces demandes Cagip. Donc on a le MCO, le N1 et le N2 et on a aussi des experts UserCube plutôt N3 qui vont les accompagner sur les incidents, les anomalies de plus haut niveau. Très bien, merci. Il est déjà midi 5. Je propose qu'on prenne nous 2 dernières questions. Il y en a une très intéressante, c'est est-ce que vous avez réussi à calculer un ROI? Et comment vous avez présenté ça au métier, et notamment les bénéfices, les gains de la solution? Là-dessus, non, je ne saurais pas répondre. J'ai pas les chiffres en tête. Il y a eu bien sûr des calculs. Après, la difficulté nous qu'on a là-dessus,
C'est qu'en fait, on a gagné certains aspects, mais en fait, les points sur lesquels on a gagné, on les a compensés par d'autres éléments, parce qu'en fait, on met en place des nouveaux mécanismes autour du modèle de rôle qui n'existait pas avant, sur des nouveaux processus qui sont déployés pour fiabiliser. Donc, finalement, tout est assez compensé. Mais par contre, il y a une volonté quand même par rapport à la maturité qu'on a maintenant sur la gestion des habilitations dans notre cellule d'habilitation, c'est de passer en fait maintenant sur une organisation par le traitement des demandes à travers un centre de service directement, pour justement optimiser et rationaliser des coûts aussi sur cette partie plutôt MCO, N1 et N2. Et J'ai peut-être pas de métrique en tout cas particulière. et peut-être Clément, pour compléter, au-delà des métriques, il y a un aspect quand même réponse à des recos d'audit et voilà, de ce type de choses où la mise en place de la solution permet d'avoir une plus grande visibilité, évidemment, sur la progression, sur tout ça, et sur la conformité. Je pense que c'est un des retours qui est pu faire auprès des métiers, tout simplement, sur la meilleure maîtrise. Ouais, meilleure maîtrise, effectivement. Et en fait, ce qu'on nous demande souvent aussi côté audit, c'est de pouvoir justifier que toutes les demandes d'onboarding, des changements d'équipe, des demandes d'habilitation, notamment sur des périmètres sensibles, soient liées à un processus qui est tracé. Ça nous permet effectivement de sortir des indicateurs là-dessus, des extractions, et bien sûr aussi au niveau de fiabiliser aussi nos processus de revue et de contrôle sur ces sujets. Il y a une question qui vient d'arriver, Clément. Quel volume de demandes est traité par l'équipe IAM mensuellement en demande d'habilitation ou autre? Globalement, on a, je pense, 5 onboarding par jour. Enfin, onboarding, mouvement ou départ. Et puis après, en termes d'habilitation, en fait, les demandeurs sont autonomes, donc il n'y a pas de traitement direct manuel par les équipes habilitation. Oui, ça c'est grâce au modèle de rôle et à la constitution des rôles métiers, en fait. Tout à fait, ouais, parce qu'en fait, on a quand même une bonne base de profils qui sont automatisés par effectivement des critères d'appartenance à l'équipe. Et ensuite, c'est plutôt des profils métiers qui sont donnés de façon unitaire, et qui doivent être dans notre cible de plus en plus petite. Donc après, ce qu'il faut savoir par contre, c'est que là, je parle de la volumétrie côté UserCube, mais on a encore une cellule d'habilitation qui traite des demandes par des processus qui sont en dehors encore de UserCube, qui doivent converger et qui leur prennent aussi du temps. Donc après, c'est en métrique cumulée, ça doit être en tout cas plus d'une centaine de demandes par mois. J'ai pas le détail. Très bien, merci Clément, merci Xavier. Liv, je te laisse faire la clôture de la session. Tout à fait. Alors, écoutez, oui, c'est tout pour le temps imparti qu'on avait pour aujourd'hui, pour notre webinaire. Donc, si on n'a pas pu répondre à toutes vos questions, on reviendra bien sûr vers vous sans problème. Vous pouvez y apporter plus de détails. Donc, au nom de toute l'équipe UserCube, je vous remercie de vous être joints à nous aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé beaucoup de réponses à vos questions et un fort intérêt à ce webinaire. Je remercie également nos 3 intervenants du jour. Donc, merci Charles, Xavier et Clément. N'hésitez pas à suivre notre page LinkedIn également pour suivre l'actualité UserCube. Et puis, vous avez mes coordonnées qui s'affichent à l'écran si vous avez besoin, évidemment, qu'on rediscute de certains aspects. Merci en tout cas à toutes et tous pour votre intérêt et très bonne journée. Merci à tous, bonne journée. Merci à tous, bonne journée. Merci, au revoir.